Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Les obsèques de Rafik Hariri ont rassemblé une foule immense à Beyrouth dans une atmosphère survoltée. La Syrie dehors ont scandé les manifestants. Jacques Chirac, très ému, a fait le voyage pour présenter ses condoléances à la famille. Il a dénoncé des méthodes criminelles d'un autre temps. Un plan pour promouvoir les services à la personne, garde d'enfants, aide aux personnes âgées, jardinage, un gisement souvent ignoré. Le gouvernement propose des crédits d'impôt et des allègements de cotisations. Il espère la création de 500 000 emplois en 3 ans. Hervé Guémard va déménager. Le Canard enchaîné a révélé aujourd'hui que le ministre des Finances occupait un logement de fonction de 600 mètres carrés pour 14 000 € de loyer par mois. Le Parti socialiste avait dénoncé un scandale. Michel Fourniret est bien l'un des pires tueurs en série que la France ait connu. Son épouse vient d'avouer qu'il aurait commis 2 autres meurtres près d'Auxerre, 2 jeunes femmes de 19 et 20 ans, ce qui porterait à 11 le nombre de ses victimes. Le protocole de Kyoto, signé il y a 8 ans, entre en vigueur aujourd'hui. Il impose aux pays industrialisés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Un premier pas limité puisque les États-Unis, la Chine ou l'Inde n'ont pas signé. Enfin, le géant du vélo Lance Armstrong a toujours de l'appétit. Il annonce qu'il sera au départ du prochain Tour de France pour une 7e victoire consécutive. On n'avait pas vu cela au Liban depuis des décennies. Entre 100 et 200 000 personnes sont donc descendues dans la rue pour rendre hommage à Rafik Hariri, assassiné avant-hier. Un hommage et aussi un défi. Le rassemblement a tourné à la démonstration de force contre l'occupant syrien. Gilles Rabin. Cela pourrait passer pour une profanation, mais il s'agit en fait d'un geste politique. La dépouille de Rafik Hariri brandie au-dessus des têtes dans sa maison, c'est un défi aux Syriens, accusés de l'avoir assassiné. La famille a refusé les obsèques nationales que lui proposait le gouvernement pro-syrien en place. La famille a souhaité des obsèques populaires, à l'image de l'avis de l'ancien Premier ministre, né très pauvre et devenu milliardaire, qui incarnait à lui seul les espoirs d'avenir et de paix au Liban. Dans les allées, autour de sa résidence déjà, la foule est compacte. Et les 8 ambulances qui emportent les dépouilles de Rafik Hariri et des 7 gardes du corps tués avec lui peinent à se frayer un passage. Encore une fois, je vois que notre rêve est détruit. Il essaye de tuer l'espoir dans nos cœurs. Quand le cortège débouche sur les grandes avenues, une foule immense attend. C'est tout un peuple qui est venu des villes de la côte ou descendu des montagnes de l'Est. Musulmans, sunnites et chiites ensemble, druzes, chrétiens, anciens phalangistes, les ennemis d'hier, réunis dans la même protestation contre la Syrie, au cœur de Beyrouth, toutes religions confondues, sur cette place des martyrs où tant de sang a coulé pendant les 15 années de la guerre civile. Et il n'y a plus de problème confessionnel au Liban. Impossible d'atteindre la mosquée. Les cercueils sont sortis des ambulances et portés au-dessus des têtes, à bout de bras. Bousculé, le fils aîné de Rafik Hariri trébuche, la foule le relève et le porte à l'épaule. « Écartez-vous de la tombe de mon père, je vous en prie », demande-t-il. Dans la mosquée, financée par l'ancien Premier ministre assassiné, la prière est quasi œcuménique. Dans ces sacs rouges, on apporte de la terre de Saïda, la ville natale de Rafik Hariri, pour ensevelir sa dépouille. Tout un peuple condamne la Syrie, un peuple libanais réconcilié, qui a retrouvé sa dignité et qui aujourd'hui s'est découvert plus uni qu'il ne le pensait. Une journée de fièvre. Jacques Chirac a aussi fait le déplacement. Le président de la République était très lié à Rafik Hariri, a effectué à Beyrouth une visite privée pour présenter ses condoléances à la veuve et aux enfants de l'ex-premier ministre, mais une visite qui a aussi évidemment valeur de symbole. Sur place, Thierry Curtet, Frédéric Bonne. Jacques Chirac et sa femme sont venus en amis très proches de l'ancien Premier ministre assassiné. Le crime abominable que l'on aurait pu croire d'un autre temps, dont Rafik Hariri a été la victime, a suscité l'horreur et la consternation dans l'ensemble de la communauté internationale, qui exige aujourd'hui, à juste titre, que toute la lumière soit faite. L'accolade avec les 6 enfants est longue, chaleureuse. Au 8e étage de la résidence, le couple présidentiel retrouve Madame Hariri plongée dans le deuil. Jacques Chirac est le seul chef d'État à être venu à Beyrouth aujourd'hui.
M. Chirac a été toujours un ami de la famille Hariri, il nous considérait toujours comme ses fils, et nous on les considérait comme notre grand frère ou notre père, notre autre père. La visite de Jacques Chirac est qualifiée de familiale et amicale, mais c'est un excellent prétexte pour ne pas rencontrer son homologue, le président libanais Émile Laoud, soutenu à bout de bras par les Syriens. Une non-rencontre lourde de sens. Et puis l'autre image du jour au Liban, c'est celle du secrétaire adjoint américain au Proche-Orient, William Burns. Lui aussi s'est rendu à Beyrouth et à l'occasion de ses obsèques, il a demandé un retrait syrien immédiat et complet du Liban. Un nouveau signe que, malgré ses dénégations, le régime syrien est tenu pour responsable de cet attentat aux yeux de la communauté internationale. Agnès Varamian, Jean-Jacques Le Garec. Rafik Hariri martyr, Israël désigné comme son assassin, voilà le message de la télévision syrienne. Une tristesse hypocrite pour les Américains. On dit George Bush choqué et en colère, les Syriens eux se défendent d'être impliqués dans l'assassinat du Libanais et expliquent ne pas être assez fous pour pratiquer la politique du pire. Ce serait un suicide politique de la part de la Syrie, mais Hariri était un ami de la Syrie, premièrement, et même s'il y avait des divergences de vues avec lui ou avec d'autres, ce ne sont pas des méthodes auxquelles nous recourons. Les Américains font 3 reproches à la Syrie: abriter des terroristes internationaux, soutenir la guérilla en Irak, occuper le Liban. Le Liban, les Syriens y sont depuis la fin de la guerre civile, 30 ans qu'ils se pressent doucement d'en partir. Depuis peu, la France, pays ami, s'est ralliée aux Américains pour exiger à l'ONU le départ des 14 000 soldats syriens de Beyrouth. La France l'a fait car elle est déçue de Bachar el-Assad, le jeune dirigeant de Damas dont elle espérait une plus grande ouverture. Bachar, aujourd'hui isolé, même si ses portraits ornent les rues libanaises. La Syrie n'a-t-elle pas pu empêcher le meurtre d'Hariri? Montré du doigt, défié au Liban, le pays, même s'il est innocent, est en pleine crise. Des nouvelles de la journaliste italienne Giuliana Sgrena, enlevée il y a 2 semaines en Irak. Dans une vidéo diffusée par les chaînes italiennes, elle apparaît très éprouvée, très amaigrie et demande en larmes le retrait des troupes italiennes d'Irak. À Rome, correspondance Gérard Grisbeck, Romain Potoki. Giuliana Sgrena demande le retrait des troupes italiennes d'Irak, puis elle pleure. Nous avons choisi de ne pas vous montrer la vidéo enregistrée sous la contrainte. La télévision italienne diffuse la cassette et la famille de la journaliste a déjà réagi. Même après ce qu'elle dit, je ne crois pas que l'Italie retirera ses troupes. Au Manifesto, le quotidien d'extrême gauche où travaille Giuliana Sgrena, c'est un peu la bousculade. Chacun veut savoir et comprendre pourquoi la journaliste parle en italien et en français, pourquoi le groupe se réclame des Moudjahidines sans frontières, groupe inconnu et sigle qui rappelle Médecins sans frontières ou Reporters sans frontières. La première réaction, c'est qu'on est bouleversé. Mais naturellement, on essaye d'être rationnel, on se dit qu'on la voit pour la première fois, en vie, après 2 semaines. Giuliana, dans cette vidéo, continue à dire ce qu'elle a toujours dit. Elle continue à dire qu'il faut retirer les troupes, que la guerre ne convient pas. C'est sûr, elle le dit dans des conditions désespérées, comme prisonnière. Dans le couloir, cette affiche 2 des nôtres et les photos des 2 journalistes enlevés, l'italienne et la française. La cassette arrive alors qu'en ce moment même, le Parlement vote la prolongation de la mission militaire en Irak et que samedi, on prépare ici une grande manifestation nationale pour la libération de la journaliste italienne. L'Italie, en tout cas, n'a rien modifié à ses positions. Rappelons qu'on est sans nouvelles de notre consoeur Florence Aubenas et de son guide-interprète Hussein Hanoun depuis 42 jours maintenant. En France, un plan pour développer ce qu'on appelle les services à la personne. Garde d'enfants, aide aux personnes âgées, jardinage, bricolage. Tout le monde reconnaît qu'il y a là un gisement d'emplois, mais il n'attire pas beaucoup de monde. Nous sommes en retard sur nos voisins. Le gouvernement propose une simplification des procédures et des incitations financières. Voici quelles sont les nouvelles règles. Elisabeth Esley, Elsa Palot. L'un des plus grands chantiers du gouvernement. Jean-Louis Borloo voit grand ce matin pour la présentation de l'un des volets les plus importants de son plan de cohésion sociale. Principale nouveauté pour ceux qui emploient nounous, jardiniers ou gardes-malades à domicile, le chèque service universel. Tout comme le chèque emploi-service créé en 1994, il permettra aux familles de rémunérer leur employé avec un volet pour le payer et un autre pour régler les cotisations sociales.
Mais ce futur chéquier pourra aussi fonctionner comme un ticket restaurant, puisqu'une partie du salaire versé à l'employé pourra être financée par un comité d'entreprise, une mutuelle ou encore un conseil régional qui, en contrepartie, bénéficieront de déductions fiscales supplémentaires. Deuxième mesure, des allègements de charges pour les familles afin de les inciter à embaucher et à déclarer leurs employés. Les charges aujourd'hui sont très élevées, elles représentent 85% de la rémunération du salarié, elles devraient baisser d'environ 10%. Enfin, Jean-Louis Borloo veut revaloriser les emplois de service pour qu'ils ne soient plus de simples jobs. Répétiteurs ou bricoleurs à domicile vont suivre une formation renforcée et se verront attribuer des certificats de qualité. Des métiers d'avenir, l'objectif est de créer 500 000 emplois en 3 ans. Un secteur connaît évidemment un développement très rapide, on l'a évoqué, il s'agit de l'assistance aux personnes âgées, de plus en plus nombreuses, qui ne peuvent plus se débrouiller toutes seules. Reportage Céline Crespi, Bruno Timsit. Gérard Malbert est un ancien ingénieur informaticien. Il y a 2 ans, il se retrouve sans emploi. Il crée alors son entreprise dans un marché porteur, l'aide aux personnes âgées. C'est essayer d'apporter quelque chose qui permette aux gens de pouvoir vivre et continuer à vivre tout à fait normalement. Ce petit quelque chose, c'est amener tous les jours Louis Mancien rendre visite à sa femme qui est en maison de retraite. Un service qui lui coûte tout de même 28 € de l'heure. Madeleine Lours, elle, ne débourse rien pour son aide à domicile. Sans les visites quotidiennes de Machou El Kébira, ce serait la maison de retraite, ce qui n'enchante guère la mamie de 93 ans. J'ai toute ma tête. Bon, mais vu l'âge que j'ai, on me met avec des personnes qui l'ont pu, ou enfin, qui sont complètement... Il y aura de quoi devenir folle. Machou El Kébira gagne 1 300 € net par mois. Pour elle, aide à domicile n'est pas un petit boulot, mais un métier à part entière, une passion qu'elle voudrait transmettre aux jeunes générations. C'est pas que le ménage, c'est un soutien moral pour des personnes âgées, pour les handicapés, pour des gens qui sont accidentés, ils ont besoin de nous, il faut foncer, quoi. Grâce aux mesures annoncées, les associations du secteur estiment qu'elles pourraient créer rapidement 30 000 emplois d'aide à domicile. L'actualité sociale est d'abord cette nouvelle manifestation à prévoir contre la réforme des 35 heures. La CGT, Force ouvrière et la CFTC appellent à une journée d'action dans le public et dans le privé et de grève le 10 mars prochain. La CFDT réserve pour l'instant sa réponse. Autre mouvement, celui des lycéens. Le syndicat Fidèle appelle à défiler contre le projet Fillon, cette fois le 8 mars, donc après la fin des vacances d'hiver. L'examen du projet se poursuit, vous le voyez, à l'Assemblée. Le gouvernement a décidé d'accélérer la procédure. Il n'y aura qu'une seule lecture du texte dans chaque Assemblée. Autre sujet qui a agité aujourd'hui le monde politique, la révélation par le Canard enchaîné du logement de fonction du ministre des Finances, Hervé Guémard. Un duplex de prestige, 600 mètres carrés, 14 000 € par mois de loyer. Rien d'illégal, tout a été fait dans les règles. Mais à l'heure où l'État cherche à réduire son train de vie, l'information fait des remous. Le PS parle de scandale et il y a moins d'une heure, le ministre a indiqué qu'il renonçait à occuper cet appartement. Émilie Lançon, Alexandre Cara. Ce matin, à la sortie du Conseil des ministres, Hervé Guémard ne desserre pas les dents. À ce moment-là, le ministre de l'économie et des finances peut encore croire que son communiqué publié hier soir suffira à désamorcer la polémique. L'information vient du Canard enchaîné. Le ministre et sa famille viennent d'emménager dans l'un des quartiers les plus huppés de la capitale. Duplex de 600 mètres carrés, loyer mensuel 14 000 € réglé par l'État. Le communiqué rappelle que cette location n'est pas illégale. Il y a d'ailleurs des règles écrites. Les ministres du gouvernement sont autorisés en cas de nécessité à louer un logement sur les crédits de l'État. Beaucoup à gauche se disent néanmoins choqués. Que les ministres aient les moyens de travail, qu'il y ait des logements de fonction, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est le mélange des genres entre la vie privée et la vie publique. Et donc là, au-delà du cas Guémard, on serait dans une démocratie scandinave. D'abord, ça n'aurait jamais pu avoir lieu. Et si ça avait eu lieu, M. Guémard aurait déjà donné sa démission. Alors à droite, on explique que si le loyer est cher, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Il faut se mettre dans l'idée qu'un ministre de l'économie et des finances, même si je trouve que c'est beaucoup, doit recevoir des délégations et des hommes d'État.
et qui ne peut pas le recevoir dans 70 mètres carrés, surtout lorsqu'on a 7 enfants. Hervé Guémard s'estime dans son bon droit, mais le ministre tire les leçons de la journée. Il rend les clés de son appartement. Jean-Pierre Raffarin, lui, modifie les règles sur les logements de fonction des ministres. Voilà, et désormais, ces logements de fonction ne devront pas excéder 80 mètres carrés, plus 20 mètres carrés par enfant à charge. Si les appartements sont plus grands, ce sont les ministres qui paieront et ils ont 2 mois pour se mettre en règle. Voilà pour ce nouveau règlement édicté par le Premier ministre. Encore un mot de politique pour vous dire qu'en Polynésie française, une motion de censure a été officiellement déposée par le leader indépendantiste Oscar Temaru contre le président UMP Gaston Flosse. Les 2 hommes, vous le savez, contrôlent 27 sièges chacun à l'Assemblée territoriale. Les 3 parlementaires centristes qui ont un rôle charnière ont annoncé qu'ils voteraient cette motion aux côtés des indépendantistes. Justice, l'heure des réquisitions au procès des écoutes de l'Élysée. L'accusation a demandé une peine de 10 mois de prison avec sursis à l'encontre de Gilles Ménage, ancien directeur adjoint de cabinet de François Mitterrand au moment des faits, et Christian Proutot qui dirigeait la cellule. Il s'agit des 2 principaux protagonistes. 5 et 6 mois de prison avec sursis ont été demandés contre Louis Schweitzer et Michel Delbar, ancien directeur de cabinet à Matignon. Et puis la relaxe pour Paul Baril, un réquisitoire très ferme qui a duré 6 heures. C'est maintenant aux avocats de plaider la cause de leurs clients. De nouvelles accusations contre le tueur en série Michel Fourniret. Son épouse a avoué aux enquêteurs qu'il aurait commis 2 autres meurtres dans les années 88-90 dans la région d'Auxerre. 2 jeunes femmes. Cela porterait à 11 le nombre de ses victimes. Gilles Marinet, Yann Fronty. Monique Olivier a donné beaucoup de détails aux enquêteurs. Elle affirme avoir assisté au viol puis au meurtre de 2 jeunes filles commis par son mari, Michel Fourniret. Le premier aurait eu lieu en 1988. Le couple habite un village dans l'Yonne, Saint-Cyr-les-Colons, près d'Auxerre. Le 8 juillet, Marie-Angèle Domès, une handicapée âgée de 19 ans, disparaît dans les environs. Son corps n'a jamais été retrouvé. 2 ans plus tard, toujours près d'Auxerre, le cadavre de Johanna Parish est retrouvé dans ce champ. La jeune Britannique a été violée avant d'être étranglée. La femme du tueur ignorait le nom des victimes, mais la précision de ses descriptions ne laisserait pas de doute. Elle a donné des détails qui sont corroborés par certains éléments de l'enquête, semble-t-il, enquête qui est en cours actuellement au tribunal de grande instance d'Auxerre. Elle a assisté à tout, sauf à la disparition du corps. Entendu hier, Michel Fourniret a nié avoir commis ces 2 crimes. La famille Domès espère pourtant que ce rebondissement mettra fin à l'incertitude 16 ans après la disparition de Marie-Angèle. Comme si j'avais pris un coup de poing en pleine figure. C'est un choc, quoi. Ça amène tout de même une certitude. Alors que jusqu'à présent, depuis 16 ans, on était dans l'incertitude absolue du fait que cette femme-là vient d'avouer. Avec les dernières révélations de son épouse, Michel Fourniret est désormais soupçonné de 11 assassinats commis depuis 17 ans en France et en Belgique. Après la police française, c'est la police britannique qui revient enquêter sur la mort de la princesse Diana à Paris. Le tunnel de l'Alma a été fermé à la circulation la nuit dernière et Scotland Yard a réalisé une nouvelle reconstitution, matériel laser à l'appui. Une enquête avait été déclenchée, une nouvelle enquête l'an passé après les affirmations de l'ancien majordome de Lady Diana qui indiquait qu'elle soupçonnait son mari de préparer un attentat contre elle. Rappelons que l'enquête française, elle, s'est terminée par un non-lieu. C'était il y a 6 ans. La neige, elle est encore tombée en abondance aujourd'hui sur plusieurs régions. Difficultés de circulation dans le Massif central, en Lozère, dans le Cantal ou ici en Corrèze. Plusieurs axes routiers ont été fermés, notamment l'A75 dans le Cantal. On redoute aussi les avalanches en montagne. Un adolescent de 14 ans et demi a été emporté et tué alors qu'il skiait hors piste avec sa famille à Courchevel. Dans les Pyrénées, il est tombé plus d'1 mètre de neige ces 3 derniers jours, au-delà de 1800 mètres. Plusieurs villages sont isolés et les risques sont là aussi très importants. Reportage Muriel Lassaga, Olivier Combe. Depuis ce matin, les pisteurs de la station ont une nouvelle mission. Il faut sécuriser le domaine skiable, déclencher les avalanches. Et tous les tirs que l'on a fait, c'était positif. C'est-à-dire que c'est parti à chaque fois? Voilà, oui. Tous les tirs ont été positifs. On a purgé les pentes délicates, quoi. C'est le 8e tir de la journée. Celui-ci n'entraînera pas de coulée. En une seule nuit, à Péragude, il est tombé jusqu'à 70 cm de neige. Une neige légère, sèche, parfaite pour les avalanches. Parfaite aussi pour les amateurs de randonnée, insouciants ou inconscients. Donc je crois que les skieurs aujourd'hui doivent être prudents, doivent rester
sur le domaine skiable et notamment les pistes de ski, essentiellement parce qu'il y a des pièges, et les pièges ça s'appelle des plaques à vent, qui peuvent être très dangereuses, mais pas forcément très grosses, mais très dangereuses. Les personnes qui vont en hors-piste, s'il y a une avalanche, ils le cherchent finalement. Que si on reste sur les pistes balisées, en suivant, en y allant doucement, il n'y a pas de souci. La moitié des pistes n'a pu être ouverte à cause du risque de niveau 4 signalé partout dans la station. Cet après-midi, une avalanche s'est produite du côté de Barèges dans les Hautes-Pyrénées, n'entraînant fort heureusement qu'un blocage de la circulation routière. Voilà, prudence encore dans les prochaines heures. La neige qui perturbe aussi les transports aériens et le trafic routier chez nos voisins. À Munich, l'aéroport a été fermé. 200 vols ont été annulés. Des centaines d'automobilistes sont par ailleurs restés bloqués sur les autoroutes. Perturbation aussi en Autriche, où le plus important axe de circulation est-ouest du pays a été fermé dans les deux sens. La plupart des camions sont restés là aussi bloqués plusieurs heures. On a pourtant l'habitude de la neige là-bas, mais apparemment tout le monde a été pris au dépourvu. L'environnement, avec l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, signé il y a 8 ans, il devient applicable aujourd'hui même. Il s'agit, vous le savez, de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui expliquent en partie le réchauffement de la planète. Les explications d'abord de Frédéric Monteil et Laurent Di. Kyoto, 1,5 million d'habitants, des temples en pagaille et surtout un protocole international signé en 1997 par 38 pays industrialisés. Vous savez ce que c'est que le protocole de Kyoto? Non. Il faut savoir. Et oui, ce serait mieux de savoir ce que dit le protocole de Kyoto, car il nous concerne tous. Le texte impose une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ 5% d'ici 2012. Mais depuis 1990, les rejets de CO2 de l'Europe en bleu et des États-Unis en rouge augmentent. La baisse espérée semble utopique. Mais au fait, les gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est? Kyoto en compte 6. Le plus courant, le dioxyde de carbone, est émis par les voitures, les usines ou les centrales thermiques. Mais il y a aussi du méthane, dégagé entre autres par les vaches. Qui a signé le protocole? Il y a des pays qui sont d'accord, pas d'accord, mais c'est tout. Tout le problème est là. 141 pays ont signé, mais seulement 30 s'engagent à réduire leurs émissions. Les États-Unis, principal pollueur de la planète, et l'Australie refusent l'accord, jugé trop contraignant. D'autres comme la Chine, l'Inde ou le Brésil ont ratifié, mais sans obligation de résultat. Pour l'instant, aucune sanction financière n'est prévue en cas de non-respect du texte. Les États-Unis qui semblent même décidés à prendre la direction opposée. Ainsi, plusieurs États viennent de relancer les centrales au charbon. Reportage Pascal Golomer, Tristan Lebras. Saint-Alban, dans la vallée de l'Ohio. Parmi les 600 centrales à charbon qui fonctionnent aux États-Unis, c'est l'une des plus puissantes et des plus polluantes. 20 000 tonnes de charbon ingurgitées chaque jour qui partent en fumée, toxiques. Janice habitait la région quand cette centrale fut construite il y a 25 ans. Elle ne s'y est jamais habituée. J'ai beau habiter à 15 km d'ici dans une ferme, je reçois quand même la pollution qui vient de la centrale. Et je suis devenue asthmatique. Dioxyde de soufre, mercure. Janice est devenue intarissable sur les rejets polluants. Mais quand elle interroge ceux qui vivent à l'ombre de la centrale, elle ne recueille guère plus que de l'indifférence. Est-ce que vous savez ce qui sort des cheminées? En fait, vous préférez ne pas savoir. C'est vraiment des saletés. À Charleston, le charbon n'effraie personne en effet, bien au contraire. Il fait vivre des milliers de familles de mineurs. Et il fournit 98% de l'électricité dans l'État à un coût défiant toute concurrence. Tant pis pour la pollution et le réchauffement climatique. Pour les industriels, aucun doute, le charbon c'est la solution d'avenir. Cet aigle qui tousse appartient au passé, disent-ils. Grâce aux nouvelles technologies, le charbon est devenu une énergie propre, énergie 100% américaine avec 250 ans de réserve disponible, qui dit mieux. Il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits tant que nous continuerons à extraire et à brûler du charbon. Ce qui est curieux avec eux, c'est qu'ils ne proposent aucune solution de rechange. Pourtant, les besoins en énergie sont toujours là. Et ce n'est pas fini. Les États-Unis devraient construire dans les 8 ans qui viennent 72 nouvelles centrales à charbon. Elles rejetteront dans l'atmosphère des millions de tonnes supplémentaires de gaz carbonique, celui que les signataires du protocole de Kyoto tentent de limiter. À Charleston, il y a bien quelques écologistes pour réclamer des normes de pollution plus strictes, mais ils se sentent bien seuls. Seuls et impuissants face à une Amérique qui croit plus que jamais aux vertus de son charbon.
Voilà pour les enjeux industriels, mais il faut le rappeler, aujourd'hui, chacun de nous est également concerné pour diminuer les émissions de CO2. La France, comme d'autres pays, en appelle au civisme. Ces petits gestes que nous pouvons accomplir et qui contribuent très concrètement à réduire la consommation d'énergie et le rejet des gaz. Laurent Di, Emmanuel Morel. Le film est terminé. Vous êtes devant votre télé et là, que faites-vous? Vous la mettez en veille. Première erreur. En éteignant correctement le poste, c'est-à-dire en coupant l'alimentation, vous consommez moins d'électricité, c'est donc moins de CO2 rejeté dans l'atmosphère, jusqu'à 25 grammes par jour. Vous rêvez d'un bon bain, et si vous preniez plutôt une douche, c'est plus tonique, c'est surtout 687 grammes de CO2 en moins. Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu chaud ici? Un simple réglage du thermostat de 22 à 19 degrés, c'est bon pour votre porte-monnaie, et c'est 405 grammes d'économie en CO2. La climatisation dans la voiture. Un autre geste à éviter. Bénéfice immédiat, 1068 grammes de CO2 en moins dans l'atmosphère. Enfin, en vous prenant pour fan de jour, vous polluez plus, même sur un petit trajet. Comptez presque 1200 grammes de CO2. Pour l'instant, au quotidien, on parle encore en grammes. Mais en un an, vous aurez déjà rejeté 408 kg de CO2 en moins grâce à vos efforts dans l'appartement et 828 kg grâce à une conduite raisonnable. Ce qui nous fait au total 1,3 tonne de CO2 en moins dans l'atmosphère. Et si les 28 millions de foyers français s'y mettent, on atteint les 35 millions de tonnes, soit la moitié de l'effort national nécessaire pour respecter les engagements de Kyoto. Allez, courage. Et avec le réchauffement, on évoque souvent le dérèglement du climat. Vrai ou faux, en tout cas, plusieurs îles du Pacifique Sud s'attendent à une énorme tempête. Et c'est un cas rarissime. 2 cyclones risquent de se combiner sur la zone. Des vents de plus de 200 km/h ont déjà touché les îles de Samoa. Elles ont été placées en état d'urgence. En Asie du Sud, on évoquait ces derniers jours le cas de ce bébé miraculé des rats de marée et réclamé par plusieurs mamans. Le test ADN a permis d'identifier sa famille avec certitude. Et ce garçon de 4 mois a finalement été remis à son père et sa mère à l'issue de cette saga biologico-judiciaire de près de 2 mois. L'Europe avec d'abord les dernières heures pour échanger ses francs. Il faut se présenter avant demain soir et apparemment les nostalgiques ou les imprévoyants sont plus nombreux que prévu. D'énormes files d'attente se sont formées devant les succursales de la Banque de France qui a dû revoir ses procédures. Christelle Marty, Rémi Poissonnier. C'est un peu le trésor de Janine Carpentier. Quelques poignées de francs qu'elle garde précieusement. Et pour rien au monde, elle ne s'en séparerait. C'est important, comme on garde un objet qu'on aime et auquel on est attaché, c'est un souvenir. Ça permet aussi de le transmettre, de le montrer aux générations qui ne l'auront pas connu. Pour le souvenir, comme elle, beaucoup de Français ont gardé quelques vestiges de leur ancienne monnaie. Malgré le passage à l'euro, un peu plus de 3 milliards de pièces seraient toujours dans la nature, l'équivalent de 600 millions d'euros. Vous avez énormément de pièces qui sont ramenées à l'étranger. Vous savez, chaque fois que nos touristes viennent tous les ans, et on est quand même un pays qui accueille énormément de monde, hein, le premier pays d'accueil au monde. Donc à chaque fois, tout le monde repart avec 1 ou 2 pièces de monnaie. Et c'est sans compter les quantités de piécettes jetées au fond des fontaines pour exaucer nos vœux. L'État estime aujourd'hui qu'une grande partie de ces francs ne sera jamais récupérée. On peut dire un tiers des pièces qui avaient été émises ne seront pas remboursées le 17 février, c'est-à-dire qu'elles seront perdues. Sauf pour l'État qui n'aura pas à rembourser ces 600 millions d'euros. Les Français ont encore jusqu'à demain pour échanger leurs derniers francs. Pour alléger les files d'attente à la Banque de France, certains pourront même retirer un reçu pour récupérer leurs euros un peu plus tard. À propos d'Europe, nous allons comme chaque soir en Espagne, premier pays à organiser le référendum sur la Constitution européenne. Ce sera dimanche et on l'a déjà dit, le oui est largement favori, peut-être parce que l'Espagne doit beaucoup à l'Union. En quelques années, depuis son intégration en 1986, l'économie a décollé. Aujourd'hui, le taux de croissance espagnol est supérieur à la moyenne européenne. Reportage Jean-Paul Chapelle, Philippe Jasselin. Dernier jour de cueillette en Catalogne. Nous sommes à 150 km de Barcelone et ici les producteurs d'olives savent ce qu'ils doivent à l'Europe. Une aide directe de 91 centimes d'euros par kilo, des subventions agricoles qui compteront aussi au moment de voter dimanche pour ou contre la Constitution européenne. Je crois que grâce à l'Europe, on s'est modernisé. Il faut profiter de cette occasion historique. Moi, je vais voter oui. Un oui qui, selon les sondages, devrait atteindre une écrasante majorité.
Confiante et prospère, l'Espagne, numéro 1 mondial de l'huile d'olive, a doublé sa production en 10 ans, dont près de la moitié à l'exportation. On exporte plus facilement. On a bien profité de l'ouverture des marchés européens. Les aides européennes n'ont pas seulement profité à l'agriculture. Sur le chantier du TGV Madrid-Barcelone, le drapeau européen rappelle que l'argent de Bruxelles participe au financement. TGV, autoroutes, aéroports, des dizaines de milliards d'euros chaque année qui expliquent près de 40% de la croissance économique. Mais ça ne serait pas suffisant s'il n'y avait pas cette volonté d'arriver et de dépasser l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Ça, je crois que c'est remarquable. Remarquable miracle espagnol qui fait oublier ces images des années 60. À l'époque, les immigrés espagnols viennent chercher du travail en France. Désormais, il y a des emplois en Espagne pour les Espagnols, mais aussi pour une main-d'œuvre venue du Maghreb ou d'Amérique latine. Ceux-là ont déjà un contrat de travail et vont obtenir une carte de séjour. Aujourd'hui, l'Espagne se paye donc le luxe d'accueillir des immigrés, de régulariser des sans-papiers par centaines de milliers. Preuve supplémentaire de la confiance dans la prospérité économique du pays. Santé, et c'est un autre aspect de l'intégration européenne, le tourisme de chirurgie esthétique. Dans les ex-pays de l'Est qui ont intégré l'Union, la Pologne par exemple, il est beaucoup moins cher de se faire refaire le nez ou les oreilles. On y vient donc d'Europe entière. Les Allemands sont les plus nombreux. Reportage Jérôme Bonny, Marine Vincent. Des amoureux dans un train allemand à destination de la frontière polonaise. On va se marier en mai prochain et la robe sera plus jolie avec un beau décolleté. Manuela est manucure, elle se trouve un peu plate et n'a guère hésité quand une cliente lui a donné une bonne adresse en Pologne. En Allemagne, l'opération des seins m'aurait coûté entre 6 000 et 8 000 euros, alors qu'en Pologne, c'est 2 500 plus ou moins. À Francfort-sur-l'Oder, ils sont pris en charge par un taxi envoyé par la clinique. À la frontière polonaise, depuis le 1er mai dernier, une simple carte d'identité suffit. Et les voilà arrivés dans cet institut aux prix imbattables où les employés sont payés 4 fois moins qu'en Allemagne. Tout d'abord, il s'agit de choisir les implants mammaires dans un bureau où, pour rassurer le client, les diplômes du chirurgien et de son épouse sont bien en évidence. Le docteur Baranski sait que le moment est crucial. Il ne faut pas se tromper sur la consistance de ces prothèses auxquelles l'un comme l'autre devront s'habituer. Cela fait 4 ans que le docteur Baranski dirige cette clinique. Les Allemandes constituent 80% de sa clientèle. Le plus souvent, des femmes aux revenus plutôt modestes, comme Manuela. Le couple de chirurgiens effectue les opérations à la chaîne, 4 par jour. Il bénéficie d'un marché porteur. Il y a de plus en plus de patientes et les jeunes sont plus exigeantes. Elles veulent véritablement transformer leur corps. Après 1h30 d'opération, Manuela a 300 grammes de plus dans chaque sein. C'est un rêve, dit-elle en revenant à elle. Mais non, ce n'est pas un rêve. Elle aura un beau décolleté pour son mariage, mais tous les 10 ans, il lui faudra repasser sur le billard pour changer les implants. Un nouvel espoir pour les diabétiques. Ils sont plus de 100 000 en France qui doivent s'injecter quotidiennement de l'insuline parce que leur corps n'en fabrique plus. Eh bien, des chercheurs américains ont amélioré un traitement à base de cellules humaines. Au bout d'1 an, la majorité des patients testés a pu se passer complètement de ces fameuses injections. Jean-Daniel Flézaquier. Depuis l'âge de 5 ans, Cheryl Croco est diabétique. Elle devait se faire plusieurs injections d'insuline chaque jour puisque son pancréas était incapable de fabriquer cette hormone. Mais depuis plus d'1 an, fini les piqûres. Comme cette autre femme, elle a bénéficié d'une transplantation de cellules pancréatiques. Le principe, prélever des îlots de Langerhans, ce sont les cellules productrices d'insuline, sur le pancréas d'un donneur et les réinjecter dans la veine porte, la veine qui irrigue le foie de la receveuse. 1 an après, les résultats sont encourageants. Actuellement, 5 des 8 femmes traitées n'ont plus de diabète et n'ont plus besoin d'injection d'insuline. La technique n'est pas nouvelle, mais l'équipe américaine lui a fait faire une grande avancée. Jusque-là, il fallait pour chaque patiente trouver plusieurs donneurs et répéter les injections 3 ou 4 fois. Là, un seul donneur a suffi et il n'a fallu qu'une injection.
Pour le responsable de l'équipe qui a réalisé la première greffe française il y a 2 ans à Lille, le traitement du diabète va connaître un jour nouveau. C'est un changement de concept dans le traitement du diabète. On en est tout à fait aux prémices pour l'instant, mais il est clair qu'il est possible que dans une décennie, ce type d'approche ait totalement révolutionné la prise en charge des diabétiques. Prochaine étape, découvrir des cellules capables d'être cultivées en laboratoire à l'infini afin de se passer des donneurs. En attendant, ces traitements expérimentaux sont réservés à des diabétiques sévères comme Cheryl qui acceptent de courir les risques d'une nouvelle technique. Les sciences avec cette curiosité en raison de l'apesanteur. Les cosmonautes russes qui occupent actuellement la station spatiale internationale ont grandi, leur corps s'est allongé et les médecins leur ont donc demandé de porter un costume spécial, un costume rapetissant. Nicolas Châteauneuf, David Bress. Pour les fêtes de Noël, les 2 membres d'équipage de la station spatiale avaient revêtu l'uniforme adéquat. Mais ce que le russe Saliran Sharipov, ici à gauche, ne savait pas, c'est qu'il va bientôt devoir en enfiler un autre beaucoup moins drôle. Les astronautes l'appellent avec ironie la combinaison pingouin. Un vêtement de torture rempli d'élastiques et de tendeurs, dont le seul but est de tasser le corps humain. Car dans l'espace, plus de gravité. Les astronautes flottent librement et leur corps subit d'importantes modifications. Sur Terre, le cœur répartit le sang dans tout le corps. Alors que dans l'espace, le sang ne descend plus vers les jambes. Celles-ci rétrécissent alors que le torse et les veines du visage se gonflent. Autre effet sur la colonne vertébrale. Sur Terre, les vertèbres sont bien maintenues par la gravité. Avec l'apesanteur, l'espace entre elles s'agrandit. Les astronautes peuvent ainsi gagner entre 4 et 7 cm. C'est ce qui arrive aux Russes actuellement. Et pour compenser le phénomène, il va devoir enfiler le redouté vêtement pingouin. Les astronautes n'aiment pas beaucoup le porter parce qu'il est très inconfortable, il est très chaud et surtout il fait mal aux épaules puisque les élastiques appuient quand même de façon conséquente sur les épaules. Pour ne rien arranger, le vêtement pingouin n'a pas vraiment prouvé son efficacité. Le cosmonaute russe risque donc de souffrir pour rien, mais dans l'espace, c'est bien connu, personne ne vous entend crier. Les vacances avec un dépaysement total pour nous changer de la montagne et du froid, la chaleur et le sable du désert. Il y a 20 ou 30 ans encore, c'était l'aventure totale. Aujourd'hui, les marches dans le Sahara sont devenues très balisées, très sécurisées. Reportage dans le sud tunisien, Éléonore Gay, Jean-François Hoffmann. À perte de vue, les dunes du Sahara. Ce sera leur seul horizon pendant une semaine. 6 femmes, réunies par le hasard, guidées par des bédouins dans le grand sud tunisien. Elles sont venues chercher autre chose que des vacances. Ça a à voir avec la liberté, ça a à voir avec se retrouver moi-même, puis subir, on est souvent sous pression, le poids de ci, les collègues ça, le machin de truc. Voilà, là c'est un temps pour moi, une traversée. 7 jours de marche et les nuits à la belle étoile au rythme du désert. Séance de relaxation quotidienne. C'est parfois utile pour trouver sa place dans ce nouvel environnement. Jusque dans les pieds, dans les jambes. On peut se sentir stressé avec le désert parce que c'est un espace inconnu. Et bon, il y a le vide. Il faut le temps d'entrer dans la dimension du désert. Il faut lâcher, quoi. Bientôt, il fera nuit et froid. De 20 degrés, la température peut descendre à 0 en hiver. Dès 17 h, le bivouac s'organise. Pour le feu, ce soir, pour la cuisine. Les pommes de terre du désert. Un repas simple, du pain cuit dans les braises. Après une vaisselle à la mode saharienne, la veillée peut commencer. Sport, le géant du vélo Lance Armstrong a toujours de l'appétit. Il annonce aujourd'hui qu'il sera au départ du prochain Tour de France, donc pour une 7e victoire consécutive. Nathanaël de Rinxin, Aaron Tanzit. Le 25 juillet dernier, sur les Champs-Élysées, Lance Armstrong savoure son 6e succès sur le Tour. Un record absolu. Pourtant, ce jour-là, l'Américain ignore encore s'il sera au départ en 2005. Quand on regardera le calendrier pour l'année prochaine, c'est à ce moment-là que je prendrai la décision. Ce que je vous dirai que certainement je reviendrai au Tour de France. Ce ne sera pas mon dernier tour. Parce qu'Armstrong sans le Tour n'est plus tout à fait Armstrong. Contractuellement, l'Américain devait à son nouveau sponsor Discovery Channel une participation à la plus grande course du monde.
Armstrong va remplir son engagement. Depuis ce matin, sur son site internet, l'information est officielle. Du 2 au 24 juillet 2005, le Tour de France est inscrit à son programme. Dans un peu plus de 5 mois, à Noirmoutier, il retrouvera son maillot jaune et tentera de l'amener pour la 7e fois à Paris. À 33 ans, l'Américain sera tout seul face à un peloton d'adversaires bien décidés à battre le champion. Musique, décidément, les anciens sont à la mode. Henri Salvador n'a jamais été aussi populaire et Hugo Frey fait un retour en force. À 75 ans, le chanteur vient de retrouver une maison de disques et il fait salle comble à Paris. Sur scène, ses tubes sont repris en chœur. Olivier Lenouza, Régis Maté. Je vais au gymnase pour accomplir le vœu de Michel Coluche qui m'avait dit un jour « Je veux que tu ailles chanter au gymnase ». C'est là que je l'avais rencontré. Un vieux loup de mer à l'amitié fidèle. En souvenir de Coluche, Hugo Frey se produit au théâtre du Gymnase. Son spectacle est intitulé Le Petit Bonheur, comme la chanson signée Félix Leclerc. Ma vie de désœuvré, j'avais des goûts de la recommencer. Le poète québécois repris sur scène par Hugo Frey. Je cherchais un peu ma voix et en tous les cas, il fallait que je gagne ma vie puisque mon père m'avait en quelque sorte coupé les vivres. Et donc j'ai commencé à chanter. Et lorsque j'ai vu Félix Leclerc, je me suis dit bon, on peut gagner sa vie en chantant. Dans sa loge, le portrait de Brassens et puis il y a ses autres photos. Là, ma fille avec son mari, l'autre fille avec son mari, mon épouse. C'est un clan, quoi, c'est un cocon. Hugo Frey vient de retrouver une maison de disques. La petite revanche d'un artiste un temps oublié, lui qui fut pourtant un collectionneur de tubes. Ne rougis pas, non, ne rougis pas, tu aurais pu rendre un homme heureux. Je voulais voir comment il était devenu, comment il avait traversé le temps. Et alors? Et je trouve qu'il a très bien traversé le temps. Il y a une vraie authenticité derrière Hugo Frey. Les concerts d'Hugo Frey ressemblent à ces soirées improvisées au coin d'un feu de camp. Le petit bonheur de fredonner des airs connus entre amis. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Patrice Drevet, 20h55, le tuteur avec Roland Magdan et Annie Cordy. 1h, dernier journal, Ève Mété, 1h25, démo de minuit, Philippe Lefebvre, dès 6h30, Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Roselyne Bachelot. On se quitte sur ces images de voile. C'est peut-être décidément l'année des records. Bruno Perron tente en ce moment de battre celui du trophée Jules Verne, c'est-à-dire le tour du monde, mais en équipage et pas en solitaire comme Hélène MacArthur. Et Bruno Perron, au milieu des icebergs, a actuellement 5 jours d'avance sur le précédent record d'Olivier de Kersauzon. Son catamaran est actuellement au sud de l'Australie. À demain.